Bonjour. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est finir ce que j'ai fait la dernière fois. Alors, je vous ai montré la dernière fois comment on dérivait ce que j'ai appelé des équations constitutives pour un gel actif. Ce que je veux faire, c'est discuter un peu de ce que veulent dire tous les termes que j'ai trouvés. Et puis après, je vous indiquerai quelles sont les généralisations de la théorie. Et puis, je vais revenir à des choses plus concrètes. Je veux vous montrer comment, à partir de ces équations, on peut étudier les écoulements spontanés de systèmes actifs. Donc, je vais reprendre ces équations constitutives, je vais vous les réécrire sur le tableau. Je vais les écrire là. Donc, la première, elle relie la contrainte au gradient de vitesse. Donc, il y a une viscosité. Alors, c'est P alpha. Voilà l'équation pour la contrainte. Et puis j'avais une deuxième équation qui était l'équation pour la dérivée du vecteur P, qui est le directeur dans le nématique. Alors ce n'est pas la dérivée par rapport au temps, c'est la dérivée corotationnelle par rapport au temps. Donc je vais écrire dp alpha sur dt. Alors, il y a un terme avec le champ h alpha sur gamma 1. Il y a un terme qui est le conjugué au sens d'Onsager de ce terme-là, donc c'est moins nu1 P alpha bêta P bêta. Et puis il y a un terme actif plus lambda P alpha delta mu. Puis il y a une troisième équation qui nous donne le nombre de molécules d'ATP qui sont consommées par unité de temps. Je ne vais pas réécrire cette équation-là, je la discuterai moins que les autres. Je la discuterai aujourd'hui à la fin du cours pour discuter la conservation de l'énergie dans ces systèmes-là. Donc ce que je veux discuter, c'est ce que j'ai appelé les coefficients de transport. Je vais les souligner avec des couleurs un peu différentes. Il y a ceux qui existent pour des liquides qui sont classiques. Alors la viscosité, elle existe pour un liquide classique. Ce coefficient nu1 existe non pas pour un liquide isotrope, mais il existe pour un liquide nématique. Je vais vous montrer dans une minute ce que c'est. Ce coefficient gamma 1 existe aussi pour un liquide nématique. Et puis, il y a deux coefficients qui sont nouveaux. Ce sont les coefficients qui portent le facteur delta mu à côté. Ce que je vous rappelle, delta mu, c'était pour mon système du cytosquelette l'énergie que je gagne par hydrolyse de l'ATP. Donc delta mu, c'est l'unité d'énergie ou d'énergie libre que j'injecte dans le système. Donc tous les termes nouveaux, ce sont les termes qui sont proportionnels à delta mu. Il y en a deux. Il y a celui qui est là et celui qui est là. Je vous rappelle que Q alpha bêta, c'est le tenseur orientationnel, c'est P alpha, P bêta, et puis les termes qu'il faut pour rendre la trace de ce tenseur nul. Alors le premier coefficient, c'est la viscosité. Je suis en train de regarder un liquide nématique, et je vous ai déjà dit la semaine dernière que dans un liquide nématique, il n'y avait pas une seule viscosité, il y avait trois viscosités. Donc il faut écrire tous les termes qui sont autorisés par les symétries avec une relation linéaire entre sigma alpha bêta et V alpha bêta. Alors je vais vous l'écrire pour un liquide incompressible, parce qu'autrement il y a beaucoup trop de termes. Donc ça c'est la viscosité. Donc j'ai sigma alpha bêta. Alors j'avais mis un tilde là pour dire que la trace était nulle. Si le liquide est incompressible, ce n'est pas très important de mettre le tilde là. Donc il y a le terme isotrope, 2 zeta V alpha bêta, ça c'est la viscosité classique des liquides simples. Après, il y a un terme eta 1. Alors, il y a P alpha, P gamma, V gamma bêta. Et puis il y a un troisième terme qui sera eta 2. Alors, il faut que je mette 4 P alpha, P gamma, P alpha, P bêta, P gamma, P delta, V gamma delta.
Et si vous prenez deux tenseurs de traces nulles, ça c'est la relation générale, la plus générale qu'on puisse écrire entre les deux tenseurs de traces nulles qui sont sigma alpha bêta et V alpha bêta. Pour simplifier, j'ai ignoré ces termes-là. Si je voulais vraiment faire des comparaisons quantitatives, il fallait que je remette ces termes-là. Ça, c'est la viscosité. Je vais discuter maintenant ces deux coefficients-là. Alors, la viscosité est positive, hein, parce qu'autrement, on produirait de l'énergie avec des liquides classiques. Et on est tous d'accord que ça ne se produit pas. Il y a une deuxième viscosité qui est ce qu'on appelle la viscosité orientationnelle. Ça, c'est ce facteur gamma 1 qui est là. Alors, la première chose, c'est que c'est homogène à une viscosité. Donc, si vous faites de l'analyse dimensionnelle, vous allez trouver que c'est une viscosité. La deuxième chose, c'est que comme la viscosité, c'est quelque chose qui est positif, ce que mesure gamma 1, c'est l'énergie qui est dissipée quand on relaxe l'orientation de P. C'est-à-dire, si je pars d'une situation où l'orientation n'est pas homogène, que je ne mets pas de contrainte extérieure, ça va relaxer vers un système où l'orientation est homogène. Il y a un coefficient de transport qui est cette viscosité orientationnelle qui mesure la dissipation lors de cette relaxation. Les viscosités de liquide, c'est quelque chose que vous connaissez. Vous avez un peu une intuition de ce que c'est et ce que sont les ordres de grandeur. Typiquement, si on prend des fluides qui sont polymériques, et c'est souvent ce que je vais supposer, l'ordre de grandeur de gamma, c'est la même chose que l'ordre de grandeur de eta. Alors peut-être c'est une demi-fois, peut-être c'est deux fois. Souvent, on n'a pas vraiment de mesure précise, mais on a toutes les raisons, et dans tous les modèles que je connais, on arrive en gros à la même viscosité orientationnelle que la viscosité translationnelle. Donc je vais supposer que gamma et sur eta, c'est un nombre sans dimension qui est de l'ordre de 1. Alors, il y a un troisième coefficient que vous connaissez peut-être moins, c'est le coefficient d'alignement par l'écoulement. Alors ça aussi, c'est un coefficient qui existe dans les cristaux liquides et il est assez facilement défini dans une expérience très simple qui est la suivante. Je vais considérer un système où les molécules sont orientées comme ça, et puis je vais le cisailler. Donc je cisaille comme ça. Alors ce que votre intuition vous dit, et c'est vraiment ce qui se passe, c'est que quand on cisaille, on va tilter, c'est pas un mot français, on va changer l'orientation, on va la changer dans le sens de la rotation, si le système est simple. Donc il y a un couplage entre l'écoulement, qui est donné par le gradient de vitesse ici, et puis l'orientation des molécules. Donc je vais les redessiner en blanc. Une fois que j'ai cisaillé, elles vont être comme ça. Donc elles ont tourné d'un angle θ. Le résultat, qui est extrêmement connu de la physique des cristaux liquides, c'est que cet angle θ ne dépend pas de l'amplitude du gradient de vitesse, il ne dépend que de ce coefficient que j'ai appelé nu1 ici, et la valeur de nu1, une fois que j'ai cisaillé, c'est cosinus de θ égale 1 sur nu1. Donc ça vous dit comment le cisaillement tourne l'orientation des éléments ici, qui sont les éléments nématiques du système. Donc ça, c'est les systèmes qui sont les coefficients de transport qui sont passifs, c'est-à-dire c'est des coefficients de transport qui existent pour un système dans lequel on n'injecte pas de l'énergie. Après, il y a encore deux coefficients qui sont ceux qui vont m'intéresser, et celui que je veux discuter, c'est ce terme-là, zeta delta mu q alpha bêta. Sigma alpha bêta, c'est une contrainte, donc ça, c'est ce que je vais appeler la contrainte active. Première chose que je veux dire, c'est que je n'ai obtenu ce terme qu'en utilisant des arguments de symétrie. Donc, quel que soit le système actif que je considère, à partir du moment où il a un ordre nématique, il doit exister une contrainte comme ça. Alors évidemment, si vous revenez au gel que je vous ai montré la dernière fois,
on a envie de dire, mais ce qui consomme de l'énergie, c'est les moteurs moléculaires. Les moteurs moléculaires, ils créent des forces, et donc ça, c'est la contrainte qui est due aux forces créées par les moteurs moléculaires dans le gel d'actifs. J'ai fait 0 modèle de moteur moléculaire pour ça. On en connaît même des assez sophistiqués. Ça veut dire que quel que soit le modèle microscopique de moteur moléculaire que je vais étudier, à la fin, je dois finir avec une contrainte qui a cette forme-là. Dans un gel d'actomyosine, c'est la contrainte des moteurs moléculaires. Si vous avez un autre système actif, qui est un système actif qui est nématique et qui consomme de l'énergie, il y aura quelque chose qui consommera l'énergie qui sera à l'origine de cette consommation d'énergie. Et il faudra absolument que dans ce système-là, il y ait une contrainte qui est cette symétrie-là. Alors, je vais vous rappeler ce que c'est que Q alpha bêta, parce que c'est ça qui m'intéresse dans la suite. Q alpha bêta, c'est P alpha P bêta moins 1/3 de delta alpha bêta. Le point sur lequel je veux insister, c'est que ça, c'est un tenseur qui n'est pas isotrope. Donc la contrainte active, ce n'est pas une pression, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué qu'une pression. Alors si on veut s'en faire une idée un peu plus précise, il faut regarder ce qui se passe le long des vecteurs propres de ce tenseur Q alpha bêta. Les vecteurs propres, ils sont simples. Il y a un vecteur propre qui est P, et il y a un vecteur propre qui est la direction perpendiculaire à P à 2 dimensions. Et comme la trace est nulle, ça veut dire que dans une direction, il y a une contraction, et dans l'autre direction, il y a un étirement. Donc il y a 2 directions. Alors après, si on veut regarder, dans la direction P, la contrainte, c'est moins zeta delta mu. Donc elle est positive si zeta est négatif. Une contrainte positive, ça veut dire que ce terme-là va contracter le système, parce que de l'extérieur, il faut que je tire pour empêcher la contraction. Donc si zeta est négatif, je vais mettre zeta delta mu. La contrainte le long de P est positive, et donc il y a une contraction le long de P. Et ça veut dire qu'il y a une dilatation ou une extension dans la direction perpendiculaire. Alors c'est ce qui se passe ça, dans le système que je vous ai montré, c'est-à-dire un gel d'actine avec des moteurs moléculaires, mais le signe de zeta, contrairement au coefficient eta et gamma 1, n'est pas fixé, et donc les deux cas existent. Il y a des systèmes qui sont contractiles, et puis il y a des systèmes qui sont extensiles. Les systèmes qui sont extensiles, c'est celui où on étire dans la direction de P et où on contracte dans la direction opposée. Je m'aperçois que j'ai oublié de dire des choses sur ce coefficient nu1 ici. Lui aussi, il peut être positif ou négatif. Vous voyez que si nu1 est plus grand que 1, mon équation elle va bien, parce que je trouve un cosinus qui est compris entre moins 1 et 1. Si nu1 en valeur absolue est plus petit que 1, il n'y a plus d'angle défini. Il n'y a pas d'angle stationnaire qui est défini. Alors en pratique, les gens des cristaux liquides savent ce qui se passe. Il n'y a plus d'état stationnaire et l'orientation va tourner comme ça en fonction du temps et le système est instable.
Donc il y a une instabilité avec une instabilité que les gens appellent en anglais du tumbling, qui est une rotation du directeur. Donc il y a deux viscosités. Il y a cet effet d'alignement par l'écoulement, et puis il y a cet effet de contrainte active ici. Alors on peut faire toutes les théories microscopiques qu'on veut sur la contrainte active, sur les moteurs moléculaires. On peut faire des modèles où le moteur moléculaire va tirer sur les filaments du gel, et puis ça peut nous donner des estimations de l'amplitude de cette contrainte active ici. En pratique, dans les gels que je vous ai montrés la dernière fois, la contrainte active elle est de l'ordre de 100 à 1000 pascal. Donc dans une cellule, c'est quelque chose qui n'est pas du tout négligeable, et ça veut dire qu'il y a des effets actifs importants dans le cytosquelette des cellules, et je ferai un cours entier, alors je ne sais pas si ça sera l'année prochaine ou l'année d'après, sur ce que ces contraintes actives peuvent induire comme effet physique dans le cytosquelette des cellules. Cet effet-là, c'est l'effet principal qui va m'intéresser. Il y en a un deuxième d'effet actif, qui est ce coefficient lambda. Lambda, il joue à peu près le même rôle que le champ ici. Ça veut dire que dp sur dt est proportionnel à lambda p alpha. Donc lambda, ce que c'est un champ actif qui est le long de p. Un champ actif le long de P, ce qui va vouloir changer, c'est le module de P, mais je vous ai dit que dans tout ce que j'allais discuter, je vais prendre des modules de P égaux à 1. Donc ce coefficient-là, il ne va pas jouer un rôle important. En fait, on peut l'éliminer de la théorie. On peut toujours choisir lambda égale 0. Et il y a un prix à ça, c'est qu'il faut changer la valeur du coefficient de zeta qui est ici. Donc il faut remplacer de zeta Alors, je ne vais pas vous montrer ça, c'est de l'algèbre simple. Essayez de le faire, vous verrez que en prenant lambda, en imposant qu'on élimine ce paramètre lambda, la seule chose qu'on a à faire, c'est un peu changer la valeur de la contrainte active. Donc le seul vrai effet actif, c'est le fait qu'il y a une contrainte active dans le système. Et le seul terme actif qui va compter, c'est ce coefficient de zeta qui est là. S'il y a besoin, je mettrai dans ce coefficient de zeta le champ actif. Oui ? Alors, dans un système donné, il peut y avoir un zeta. Ce que je dis, c'est que je peux toujours considérer un système équivalent où zeta aura cette valeur-là avec la valeur originale de lambda et où lambda sera égal à 0. Et donc, dans toute la suite, je vais éliminer ce facteur lambda et je vais considérer qu'il est égal à 0. Ça veut dire qu'implicitement, et je ne le redirai plus, j'ai fait cette transformation-là. Donc voilà ce que veulent dire ces coefficients-là. Toute la fin du cours, ça va être de vous montrer un exemple, ou même deux, qui montrent comment ça marche et qu'est-ce qu'apporte cette contrainte active. Ce que je veux faire avant ça, c'est vous dire qu'est-ce qu'on peut faire avec cette théorie et comment on peut la généraliser pour la rendre un peu plus réaliste. Donc je vais discuter ce que j'ai appelé les généralisations de la théorie. Ce que j'ai fait jusque-là, j'ai appelé ça la théorie des gels actifs, mais je n'ai pas considéré des gels, j'ai considéré un liquide actif. Et l'endroit où je vois que c'est un liquide, c'est quand même quelque chose qui a une viscosité et qui n'a pas du tout d'élasticité. Ce que je veux maintenant, c'est considérer un gel. Alors, ce que va être un gel pour moi, c'est un fluide complexe qui peut avoir à la fois une viscosité et une élasticité. Ça veut dire qu'un gel, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est fluide et qui peut être caractérisé que par sa viscosité, c'est quelque chose qui est viscoélastique et qui aura une viscosité et une élasticité. Donc, je vais discuter ce qui se passe pour un gel viscoélastique.
Alors les systèmes viscoélastiques, tout le monde en connaît. Hein. À peu près tous les gels qu'on utilise dans la vie courante sont des systèmes viscoélastiques. Les gels que vous utilisez dans la cuisine, par exemple, la gélatine, est quelque chose qui est viscoélastique. Pour un fluide viscoélastique qui est passif et pas actif, on peut écrire ce qu'on appelle une équation constitutive. Il y en a une qui est beaucoup plus simple que les autres, et je vais me limiter à celle-là, qui est ce qu'on appelle l'équation de Maxwell. Alors, oui et non. C'est-à-dire, oui, alors je ne voulais pas rentrer là-dedans. Mais les gels que je vais considérer là, et qui sont bien décrites par cette équation de Maxwell, si je les regarde à temps très long, ils vont couler. Et donc, ils ont une viscosité à temps très long. Il y a un certain nombre de systèmes qui ont une viscosité à temps court et pas une viscosité à temps long. Ceux-là, ils sont élastiques à temps long et je ne pourrais pas les décrire par cette équation de Maxwell. Il y a des études complètes de ces... Je pourrais l'appeler liquide viscoélastique si tu veux. Donc, ce que donne l'équation de Maxwell, c'est une relation entre la contrainte, il faut que je l'écrive comme je l'ai écrite là, je fais la contrainte sigma alpha bêta, et puis le gradient de vitesse que j'ai appelé V alpha bêta. Alors, je vais écrire l'équation, puis je vais vous la commenter, d sigma alpha bêta sur dt, plus 1 sur tau. Alors, c'est un modèle simple, la relation est linéaire, ça veut dire qu'il y a une relation linéaire entre la contrainte et le gradient de vitesse. Ceci dit, cette relation, elle ne fait pas intervenir seulement la contrainte, elle fait aussi intervenir la dérivée temporelle de la contrainte. Alors, ce que j'écris là, pareil que tout à l'heure, ce n'est pas la dérivée par rapport au temps, c'est la dérivée corotationnelle. Ça veut dire que j'ai rajouté à la dérivée par rapport au temps tous les termes qu'il faut et tous ceux qui sont autorisés pour que ma théorie soit invariante par translation et par rotation. Alors, je ne connais pas ça par cœur, mais je vais vous l'écrire. La dérivée corotationnelle d sigma alpha bêta sur dt, donc c'est la dérivée partielle par rapport au temps. Après, il y a un terme de translation. Donc ça, c'est V scalaire gradient appliqué à... Après, il y a un terme de rotation. Alors, pour un vecteur, c'est le vecteur rotation locale, produit vectoriel avec le vecteur. Pour le tenseur, c'est un peu plus compliqué. Il faut écrire que c'est oméga alpha gamma sigma gamma bêta plus, alors il faut que je l'écrive dans le bon sens, quelque chose qui est associé à la matrice transposée, oméga bêta gamma sigma alpha gamma. Donc voilà le terme de rotation pour un tenseur. Et puis même, on peut aussi rajouter dans cette dérivée corotationnelle des termes qui sont proportionnels à V alpha bêta. Donc le terme le plus générique, ça sera, alors je vais mettre plus A alpha bêta, où A alpha bêta, c'est une constante fois alpha sigma alpha gamma, et puis il faut prendre la partie dissipative de sigma fois le gradient de vitesse, V gamma bêta. Puis après, vous pouvez jouer sous les indices et générer d'autres termes comme ça. Ça, c'est un terme qui est non linéaire, mais c'est une non-linéarité qui est autorisée. Et s'il y en a parmi vous qui sont des experts de la rhéologie, il y a tous ces modèles pour les polymères qui s'appellent des modèles d'Oldroyd. Il y a un modèle d'Oldroyd 1, un modèle d'Oldroyd 2. La différence entre ces modèles, c'est le choix qui est fait de ces termes-là. Ils sont tous autorisés, on pourrait les faire égaux à 0. Maintenant, pour être réaliste, il faut choisir le type de modèle qu'on utilise. Donc ça, c'est plus ou moins la dérivée par rapport au temps.
Ça, c'est un temps de relaxation. Si je n'ai pas gradient de vitesse à l'extérieur, c'est d sigma alpha bêta sur dt plus 1 sur tau sigma alpha bêta égale 0. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de gradient de vitesse, il y a une relaxation de la contrainte vers 0. Cette relaxation de la contrainte, elle se fait sur un temps tau. Alors pour moi, ça serait ça la définition d'un liquide. Un liquide, pour moi, c'est un système pour lequel s'il existe un temps caractéristique, tel que si je regarde à des temps plus longs que ce temps-là, la contrainte relaxe vers 0. Si la contrainte ne se relaxe pas vers 0, ça veut dire que si j'attends suffisamment longtemps, la contrainte relaxe vers une constante. Un système où la contrainte relaxe vers une constante, pour moi, ça serait un solide. Alors c'est assez facile de se persuader que si j'applique une déformation, à temps très court, c'est ce terme-là qui compte et celui-là est négligeable. Donc à temps court, alors qu'est-ce que ça veut dire court? Comme j'ai dit qu'il y avait un temps de relaxation qui était tau, ça veut dire à temps plus court que tau. Si le temps est plus court que tau, après une déformation, ce terme-là est négligeable. Vous avez la dérivée de la contrainte qui est égale au gradient de vitesse, mais le gradient de vitesse, c'est la dérivée de la déformation. Donc si j'intègre par rapport au temps, ça veut dire que la contrainte est proportionnelle à la déformation. Sigma alpha bêta égale 2 fois E fois U alpha bêta, où U, c'est le gradient de déformation, ça veut dire que la dérivée de U, c'est le gradient de vitesse. Donc du sur dt égale V alpha bêta. Ça, c'est l'équation d'un solide. La contrainte est proportionnelle à la déformation, et cette quantité E, c'est le module de cisaillement du solide. Alors, comme j'ai dit qu'un liquide, pour moi, c'était un matériau pour lequel la contrainte relaxait vers 0 quand il n'y avait pas des forces extérieures. Pour moi, un solide, au moins de façon mécanique, c'est quelque chose qui a un module élastique fini à temps suffisamment court au moins. Donc, si l'échelle de temps est courte, si on est plus petit que tau, il y a un module élastique de cisaillement fini, et un module de cisaillement, pour moi, c'est ce qui caractérise un solide. Alors, je vais dire des trivialités, mais qui, je crois, il faut dire. Quel que soit le liquide, si je me plate à temps suffisamment court, il va être viscoélastique, sauf que les liquides simples vont avoir des temps de relaxation qui sont extrêmement courts. Dans l'eau, le seul temps de relaxation qui existe, c'est 10-12 secondes. Donc si j'arrivais à faire une expérience mécanique plus vite que 10-12 secondes, ce qui est absolument inenvisageable, l'eau se comporterait comme un solide, et il y a un module de cisaillement de l'eau à temps extrêmement court. Temps extrêmement court voulait dire plus petit que 10-12 secondes. Ça veut dire que pour tout point de vue pratique, les expériences vont se faire sur des temps qui sont beaucoup plus longs que 10-12 secondes, et ce régime solide de l'eau n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est ce qui se passe à temps long, et ce qui se passe à temps long, ce que je veux dire dans une seconde, que c'est un comportement de liquide. Pour des systèmes polymériques, ce temps de relaxation tau peut avoir des valeurs tout à fait raisonnables. En prenant des systèmes polymériques qui ne sont pas du tout exotiques, on arrive à des secondes, des minutes, voire des heures. Donc on peut le faire varier simplement en jouant sur la chimie sur une extrêmement grande gamme. Maintenant, si je regarde ce qui se passe à temps long après une déformation, ce terme-là est négligeable. Donc à temps long. J'ai sigma alpha bêta égale 2 fois état, 2 fois tau fois E, V alpha bêta. Et j'ai bien mon comportement de liquide ici. Sigma alpha bêta est proportionnel au gradient de vitesse. Le facteur de proportionnalité, c'est 2 fois la viscosité. Et donc, il suffit que je lise la viscosité qui est état égale E fois tau. Donc, ce que je fais là, c'est regarder un système qui a un comportement solide à temps court. Donc, je tire dessus, il résiste comme un solide. Et puis, si je tire suffisamment longtemps, il finit par couler. Et il coule avec une viscosité qui est E fois tau. C'est le cas d'à peu près tous les systèmes polymériques.
Donc voilà ce que c'est qu'un système viscoélastique. Alors maintenant, ce que je veux regarder là, c'est qu'est-ce que c'est qu'un système viscoélastique actif. Alors, je vais faire une remarque qui va un peu casser tout ce que je vais dire après, mais il est important de la faire. Ce que je vous ai dit, c'est que je ne voulais garder que des variables hydrodynamiques, et qu'une variable hydrodynamique, c'était une variable pour laquelle le temps de relaxation divergeait avec la taille du système. Le temps de relaxation viscoélastique, c'est une propriété intrinsèque du matériau et pas du système. Ça veut dire qu'il est indépendant de la taille du système. Donc, stricto sensu, si je regarde que les variables qui relaxent à temps qui divergent avec la taille du système, ce temps-là est fini, il faut que je me place à temps plus long que ce temps-là, et le système est liquide. Donc si je veux faire de l'hydrodynamique pure et dure, formellement, je n'ai à traiter que les liquides, et donc je trouverai une viscosité, et le problème est réglé. Maintenant, il y a des moments où il faut être réaliste, donc je vais tricher un peu sur ma théorie hydrodynamique, je vais garder cet effet de viscoélasticité, parce que je sais que expérimentalement, c'est des choses qui comptent. Et donc, je vais quand même supposer que ce temps-là, tau, est un temps qui est suffisamment long pour qu'il compte dans des expériences qu'on peut faire. Alors après, il faut faire une théorie viscoélastique qui remplace cette théorie-là. Il n'y a pas qu'une seule façon de le faire. Pour arriver à ces résultats-là pour un fluide, je n'ai pas triché, je vous ai montré tout ce qu'on pouvait écrire, et donc j'ai écrit tout ce qu'on pouvait écrire. Si vous regardez un système qui est viscoélastique, il y a plusieurs façons de le faire. Il y en a certainement qui sont meilleures du point de vue physique que d'autres. Ce que je vais vous écrire, c'est simplement la plus simple de ces façons de le faire. Je ne prétends pas que c'est la bonne. Un autre point, c'est que j'ai écrit qu'il y avait un seul temps de relaxation, et dans beaucoup de cas, il peut y avoir un spectre de temps de relaxation. Et ça, je ne l'ai pas pris en compte. Donc, je vais vous écrire simplement la théorie viscoélastique la plus simple que je sais faire. Donc, je vais écrire que 1 plus tau d sur dt de sigma alpha bêta. Alors, il faut que je mette une autre parenthèse ici. Je vais mettre sigma alpha bêta plus zeta moins nu1 sur 2 je fais passer tous ces termes-là, sauf celui-là, du côté gauche, et j'écris que je mets le même facteur 1 plus tau d sur dt devant, et ça, c'est deux états. Ça, c'est la viscosité associée à la translation. Il y a aussi une viscoélasticité associée à la rotation du système, et j'ai une viscosité rotationnelle ici. Et donc, il faut que je prenne en compte qu'il peut y avoir de la viscoélasticité associée à la rotation du directeur. Alors, je vais vous écrire là aussi la chose la plus simple. dp alpha sur dt égale 1 sur gamma 1 plus tau d sur dt de h alpha moins nu1 v alpha bêta p bêta. Donc j'ai écrit une viscoélasticité ici qui ressemble beaucoup à celle que j'ai écrite ici. Où est-ce qu'elle est ? À celle que j'ai écrite ici. J'ai fait une hypothèse supplémentaire qui n'est pas totalement injustifiée, c'est que le temps caractéristique pour les rotations du directeur, c'est la même chose que le temps caractéristique pour le passage d'un état fluide, d'un état solide à un état fluide.
Pour des systèmes qui sont polymériques, cette hypothèse est totalement justifiée. Et donc j'ai tendance à penser que pour les problèmes qui vont m'intéresser, ça va rester pareil. Donc voilà comment on rend la théorie viscoélastique. J'insiste sur le fait que dans une limite vraiment hydrodynamique, il faut que j'ignore ce terme-là, il faut que je fasse taux égale 0, et je vais retomber sur le liquide. Ceci dit, on voit bien, quand on regarde les expériences, qu'il y a des comportements qui ressemblent beaucoup à des comportements viscoélastiques. Donc voilà une première extension de la théorie à des systèmes viscoélastiques. Une deuxième extension de la théorie, et je vais aller beaucoup plus vite, c'est les systèmes polaires. Alors ces équations, elles correspondent à un système qui est nématique et elles sont invariantes si je change P en moins P. Vous pouvez vérifier, hein. Si je change P en moins P, H va être changé en moins H. Ça, c'est linéaire en P. Et dans cette équation-là, il n'y a que des termes qui sont quadratiques. Ça, c'est P alpha, P bêta. Si je change P en moins P, P est changé en moins P, mais H est changé en moins H. Donc ces équations sont bien invariantes par changement de P en moins P. Si je veux rendre le système polaire, il faut que je rajoute des termes qui ne respectent pas cette symétrie-là. Dans la limite hydrodynamique, si j'ai un système à un seul composant, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que dans la limite hydrodynamique stricte, je peux utiliser la même théorie pour les systèmes polaires et pour les systèmes nématiques. Là aussi, si je veux briser cette symétrie, il va falloir que je rajoute le terme polaire qui est d'ordre le plus bas. Ce terme polaire, c'est celui que j'ai écrit, non pas la semaine dernière, mais la fois d'avant. C'est-à-dire que je vais remplacer dp sur dt. Je vais rajouter un terme plus lambda, p bêta, v bêta p alpha, je vais l'appeler lambda 1, celui-là, est égal à tout ce qu'il y avait de ce côté-là, donc h alpha sur gamma 1. Moins nu 1 v alpha bêta p bêta. Ce terme-là, si je renverse p en moins p, il a 2p. Donc lui, il ne change pas de signe, alors que tous les autres termes de l'équation changent de signe. Donc c'est bien un terme polaire qui fera la différence entre un système nématique et un système polaire. C'est un terme qui est quadratique. Il n'existe pas dans l'énergie libre. Donc ce lambda, il doit être proportionnel à delta mu. Et il y a un gradient ici. Donc du point de vue d'Onsager, ce terme-là est un terme non linéaire. Il y a certains effets qui montrent la polarité des systèmes. C'est le terme le plus simple qui brise la symétrie et qui permet d'introduire la polarité des systèmes. C'est celui que j'avais introduit sur un substrat solide. Il existe bien sûr aussi quand il n'y a pas de substrat solide. Donc c'est ça la façon d'introduire la polarité dans le système. Il y a une dernière généralisation de la théorie que je voudrais juste mentionner. C'est qu'est-ce qui se passe si on a un système à plusieurs constituants. Donc au lieu de parler d'un système à un constituant, je vais parler d'un système à deux constituants. Alors je vais noter 0 et 1, les indices associés aux deux constituants. Dans mon esprit, 0, ça sera un espèce de solvant. Hein, et dans le gel d'actine que je vous ai montré, il y a surtout de l'eau. Il y a pas mal de protéines, il y a des moteurs moléculaires, il y a de l'actine, mais le composant principal, c'est de l'eau. Donc ça, je vais l'indiquer avec un indice 0. Et puis, il y a un deuxième constituant qui est l'actine et les moteurs moléculaires auxquels je vais mettre un indice 1. Je vais introduire la densité de chacun des constituants. Et pour faire la théorie proprement, je ne vais pas rentrer là-dessus, vous pouvez imaginer que c'est pareil que la densité par unité de volume que j'ai écrite jusque-là. Il faut écrire la densité par unité de masse. Donc je vais appeler ρ0 la densité par unité de masse du solvant.
que je vais appeler ρ1, la densité par unité de masse du composant actif. Pardon, c'est pas la densité par unité de masse, c'est la densité massique. C'est la masse par unité de volume que je veux écrire, et pas le nombre par unité de volume. Donc ρ1, c'est la densité massique du composant actif. Je peux introduire les flux de masse maintenant. J1, ça va être ρ1 fois la vitesse V1. Et puis J0, c'est ρ0 fois V0. Alors, ce qu'il faut faire pour faire proprement la théorie à deux composants, c'est le passer dans le référentiel du centre de masse. Donc, je vais écrire la vitesse du centre de masse. Que je vais appeler V, qui est telle que ρV est égal à ρ0 V0 plus ρ1 V1. Puis après, je vais soustraire à ces flux-là la translation induite par le centre de masse. Donc je vais écrire que le flux J1 c'est ρ1 fois V plus un flux J. Et puis je vais écrire que J0 c'est ρ0 fois V plus un flux que j'ai envie d'appeler J'. Mais comme j'ai choisi la vitesse du centre de masse, J' c'est moins J. Alors c'est pour ça que j'ai fait tout ce détour. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il n'y a pas deux flux indépendants. Une fois que je me suis placé dans le référentiel du centre de masse, il y a un seul flux indépendant qui est ce J-là. Après, il faut que j'écrive une équation constitutive pour J. Ça, c'est la même que celle que j'ai écrite sur un substrat solide. Ça veut dire que je vais écrire que J, je vais écrire J alpha, composante alpha de J, c'est un vecteur. Si je prends un système polaire, il y a un vecteur dans le système qui est P alpha. Donc il va y avoir quelque chose qui est proportionnel à P alpha ici. Je vais mettre un coefficient alpha. Et puis il y aura un terme de diffusion. Et le terme de diffusion, je ne sais pas comment je l'ai écrit, moins gamma d alpha mu, où mu est le potentiel chimique. Ce terme-là, c'est un terme polaire. Il n'existe que si le système est polaire. Je vais écrire alpha P alpha. Ça, c'est le flux actif des composants 1 par rapport au composant 0. Ça, c'est la vitesse relative du composant 1 par rapport au composant 0. Donc, il va y avoir une vitesse spontanée. Ça va être quelque chose comme ρ1 fois V0. Et ce V0-là, il dépend de l'activité du système, donc il dépend de delta M. Si le système est actif, c'est simple. J'ai un vecteur. Si le système est nématique, je vous ai montré comment on faisait un flux actif sur un substrat, il faut introduire un gradient. Je ne vais pas le faire ici, je l'ai déjà fait une fois, mais si le système est nématique, il faut introduire un gradient ici. Donc pour un système qui a deux composants, on va retrouver un effet polaire qui est celui-là, mais on va retrouver un deuxième effet polaire qui est bien plus important, qui est le fait que le flux a une composante active. Donc voilà la troisième
généralisation de la théorie que je voulais mentionner. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La théorie complète à deux composants est assez compliquée. Je vais vous renvoyer à ça, et la référence est dans mes notes, à un article de Andrew Callan-Jones et Frank Ulicher dans le New Journal of Physics en 2011. Donc voilà ce que je voulais dire sur un peu cette dérivation formelle des équations des gels actifs. Ce que je veux faire maintenant, c'est vous montrer un exemple. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi un gel actif, un liquide actif, s'écoule spontanément. Alors, il faut que je change mes notes. J'ai appelé ça écoulement spontané de la matière active. Alors, ce que je veux discuter, c'est une géométrie bien particulière, et je vais appeler ça une transition de Frédériks. Alors, Frédériks, c'est un nom un peu compliqué. J'ai fini par apprendre que c'est quelqu'un qui était russe, et avec un postdoc de Pascal Silberzan, on a réussi à fixer l'orthographe. Ça nous a pris une partie de l'après-midi, mais je peux garantir que c'est comme ça que ça s'écrit. Donc la géométrie que je veux considérer est extrêmement simple. Je veux considérer un substrat solide. Et puis sur ce substrat solide, un film d'un liquide actif nématique. J'appelle L l'épaisseur du film. Et ce que j'ai ici, c'est un liquide actif nématique. Alors, pour le décrire quantitativement, je vais introduire un référentiel. Je vais appeler X cette direction-là, Y la direction transverse du film, et je vais supposer que tout est invariant par translation suivant X. Donc il n'y a aucune dépendance en X. Mon film est infini, et tout est invariant par translation suivant X. Ça veut dire que si le fluide s'écoule, il va se couler le long de x, donc j'aurai une vitesse Vx qui dépend de y. Et pour ne pas garder l'indice x, je vais appeler ça V de y. Si je veux ramener à ce que je faisais tout à l'heure, le paramètre, ce n'est pas la vitesse, c'est le gradient de vitesse. Le gradient de vitesse est un tenseur. Il y a une seule composante de ce tenseur gradient de vitesse qui n'est pas nul, c'est Vxy, qui est 1/2 de dv sur dy. Ça, c'est la seule composante non nulle du gradient de vitesse. Alors après, il faut que je parle du directeur. Je vais supposer que sur la surface, le directeur est orienté parallèlement aux surfaces. Donc mon directeur P, il est parallèle ici. Donc
P est parallèle aux deux surfaces. Et puis au milieu, le vecteur P peut être orienté dans une direction différente. S'il est orienté dans une direction comme ça, je vais appeler θ cet angle-là. Et donc j'ai un angle θ de Y. C'est-à-dire que P, c'est le vecteur cosinus θ, sinus θ de Y. Et puis sur les deux surfaces, θ est égal à 0. Donc θ de 0 est égal à θ de L est égal à 0. Alors avant d'étudier ce problème-là, je vais essayer de vous expliquer qualitativement ce à quoi on peut s'attendre, et puis après je vous montrerai comment on peut faire des choses plus quantitatives. Comme je ne suis pas capable de faire des dessins propres, je vais revenir à ce dessin qui est là. La première chose qu'il faut dire, c'est que si vous prenez les équations que j'ai écrites tout à l'heure, il y a une solution absolument évidente aux équations, et je vous laisse le vérifier, mais vous pouvez me faire confiance, c'est que P peut être parallèle partout, c'est-à-dire que θ est égal à 0 partout, et V égale 0. Donc une solution des équations hydrodynamiques c'est P égale Ux, le vecteur unitaire suivant X, donc il n'y a pas de gradient de P, et puis V égale 0. Ça satisfait les équations hydrodynamiques. La seule question, c'est est-ce que cette solution est stable ou pas? Alors c'est ça que je vais essayer de discuter qualitativement. Donc voilà ma solution ici. P est parallèle. Et puis je vais supposer qu'il y a une petite distorsion par rapport à une orientation parallèle de P. Donc P, si je veux faire quelque chose qui est symétrique, il augmente un peu et puis il redécroît pour revenir parallèle à la deuxième surface. Vous voyez que si je fais ça, il y a un gradient de θ, donc il y a un gradient de P. Mais la contrainte active, c'était moins zeta delta mu Q alpha bêta. Et Q alpha bêta, c'est P alpha P bêta. Ça veut dire que si P n'est pas uniforme comme ça, il y a un gradient de P et donc il y a un gradient de contrainte active. Mais un gradient de contrainte active, c'est une force. Donc dans l'équilibre des forces, il faut que je trouve une autre force pour équilibrer le gradient de contrainte active. La seule force qui peut équilibrer le gradient de contrainte active, c'est une contrainte visqueuse. Donc si j'écris un gradient de P, parce qu'il y a un gradient de contrainte active, ça veut dire qu'il y a un écoulement. Alors un écoulement, c'est un champ de vitesse. Ça veut dire que je vais avoir une vitesse, je vous ai dit que la vitesse, elle dépendait que de y et qu'elle était parallèle à x. Elle est 0 sur la surface solide et elle va augmenter jusqu'à la surface fluide qui est en haut. Mais si j'ai un écoulement, j'ai un couplage entre l'orientation et l'écoulement. Ça veut dire que ce gradient de cisaillement que je crée, parce qu'il y a un gradient de contrainte active, il va vouloir orienter P, et il y a un feedback positif. Donc si je crée une toute petite perturbation de P, l'écoulement va basculer P, et c'est un mécanisme qui crée une instabilité. Donc il y a un feedback positif à cause de l'orientation par l'écoulement. Donc ce à quoi je peux m'attendre, c'est que si je pars d'une situation où il n'y a pas de champ de vitesse et où P est parallèle, à cause de ces deux effets-là,
je vais atteindre une situation comme ça, où P n'est pas uniforme et où il y a un champ de vitesse. Vous voyez que maintenant, si j'intègre le champ de vitesse sur l'épaisseur, ça me donne le flux de matière. Et le flux de matière, si j'ai un champ de vitesse comme ça, il est positif. Donc il y a une brisure de symétrie. Et le flux d'actif va partir dans une direction. Évidemment, il a la même probabilité de partir dans l'autre direction. Au lieu de tourner P vers le haut, il faudra que je désoriente P vers le bas. Et le flux sera de l'autre côté. Donc ce à quoi je peux m'attendre, c'est qu'il y a une brisure de symétrie. Je pars d'un système nématique. A priori, les deux côtés sont évidents. P va devenir non uniforme. Et ça crée un écoulement. Et cet écoulement, il a une intégrale sur l'épaisseur qui est non nulle. Donc il y a un flux de matière dans une direction ou dans l'autre. Donc il y a vraiment une transition, c'est une transition de phase, sauf que c'est une transition de phase dynamique. Ce que je pourrais mesurer, c'est le flux de matière dans une direction ou dans l'autre. Alors, si on impose la vitesse sur les deux bords, suppose que je prends le symétrique du truc de mon dessin. Il y a une surface solide des deux côtés. Ce cas-là est plus compliqué. Mais le cas qui est simple, c'est que j'ai deux surfaces libres. Dans ce cas-là, la surface au milieu, par symétrie, elle aura une vitesse nulle. Et donc je pourrais ramener le problème à celui-là en traitant les deux côtés de façon indépendante. Sauf que je n'aurai plus un flux maintenant, j'aurai un cisaillement spontané. Puisque de la partie haute, il va partir vers la droite. La partie gauche, il va partir vers la gauche. Et ça fera un cisaillement spontané. Alors c'est ça le problème que je veux étudier et que je voudrais discuter de façon quantitative. Alors, la première chose que je veux vous rappeler, et c'est la première chose que je vous ai dit la semaine dernière, c'est que dans un système nématique comme ça, la contrainte n'est pas isotrope. Ça veut dire que la contrainte totale sigma yx est différente de la contrainte totale sigma xy. Ça, c'est parce que c'est un fluide nématique et que la contrainte dans un fluide nématique n'est pas isotrope. Maintenant, l'équilibre des forces, c'est que la divergence de la contrainte est égale à 0. dy sigma total yx égale 0. Ça, c'est la force dans la direction x sur la contrainte perpendiculaire à la surface y. Ça, c'est facile à intégrer. Ça me dit que sigma yx total est constant. Mais comme sur la surface ici, comme la surface d'en haut est libre, sigma yx est égal à 0 sur la surface du haut. Donc ça m'impose que sigma yx total est égal à 0. Maintenant, je peux réécrire ce que c'est que la contrainte totale, sigma yx, donc sigma alpha bêta total. Il y a la pression, moins P delta alpha bêta. Il y a la contrainte que j'avais appelée sigma tilde alpha bêta. Et puis, il y a la partie antisymétrique de la contrainte, plus sigma alpha bêta antisymétrique. Donc, ce que m'impose cette relation-là, c'est que la somme de ces trois termes est égale à 0. La pression, elle ne contribue pas parce que c'est un terme non diagonal. Donc ça veut dire que sigma yx plus sigma yx antisymétrique est égal à 0. Donc voilà ce que me donne l'équilibre des forces dans ce système-là. Maintenant, sigma yx, je peux écrire l'équation constitutive. Alors pour éviter de l'oublier, je ne vais pas écrire ce tilde qui est là.
De toute façon, pour un terme non diagonal, le fait que je retranche la trace ne change rien. Donc je vais supprimer cette chose-là qui me disait que la trace était nulle. Sur le terme YX, ça ne change rien. Ça me dit que sigma YX est égal à 2 zeta VYX. VYX, c'est la même chose que VXY. Hein. C'est 1,5 de dx VY plus dy Vx, moins la contrainte active, moins zeta delta mu Px Py. Et puis il y a le terme en nu, plus nu 1 sur 2, Hx Py plus Hy Px. Donc voilà comment je calcule sigma YX. Alors je vais vous faire un petit dessin, je vais un peu changer mes notations pour le champ, donc le champ orientationnel. Ça, c'est H, qui a deux composantes Hx et Hy. Alors, je vais juste refaire mon dessin. Voilà mon axe X. Voilà le directeur P, qui est un vecteur de module 1. Puis, je vais introduire le vecteur perpendiculaire ici, que je peux appeler Q. Et puis, je vais tracer H. Maintenant, au lieu de repérer H par ses coordonnées Hx et Hy, je vais repérer H par sa composante parallèle à P. La composante parallèle à P, elle est là. Ça, c'est H parallèle. Et puis sa composante perpendiculaire à P, ça, c'est H perpendiculaire. Alors, je vous laisse regarder le dessin. Hx et Hy, c'est H parallèle cosinus θ moins H perpendiculaire sinus θ. Celui-là, c'est H parallèle sinus θ plus H perpendiculaire cosinus θ. Donc, dans toute la suite, au lieu d'utiliser Hx et Hy, j'utilise H parallèle et H perpendiculaire. Alors, je peux écrire la contrainte antisymétrique. Sigma antisymétrique YX. Ça, c'est 1,5. Il faut que j'écrive avec le bon signe parce que autrement vous allez m'en vouloir. De Px Hy moins Py Hx. Ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est que la contrainte antisymétrique, je pouvais la fixer par la conservation du moment cinétique dans le système et qu'elle ne dépendait que de P et de H et qu'elle était donnée par P alpha H bêta moins P bêta H alpha. Si je prends ces deux définitions-là et que je les reporte là-dedans, ce que je vais trouver, c'est que ça, c'est H perpendiculaire sur 2. Donc le couple qui agit dans le système, il est relié uniquement au champ orientationnel H perpendiculaire, et ce couple-là, c'est H perpendiculaire sur 2. Ça veut dire que je peux tout reporter dans cette équation-là maintenant. Je vais tout multiplier par 2. Donc H perpendiculaire plus 4 états. Alors au lieu d'écrire Vxy, je vais appeler ça W
de Y, plus 4 eta W, moins 2 zeta delta mu Px, Py. Px, Py, c'est sinus θ cosinus θ. Et 2 fois sinus θ cosinus θ, c'est sinus de θ. Plus nu1 sur 2. Alors là aussi, Px, Py, c'est cosinus θ, sinus θ. Vous avez Hx et Hy ici. Je vous laisse faire la substitution. Alors c'est plus nu1. H parallèle sinus 2θ. Plus H perpendiculaire cosinus de θ. Ça, c'est sigma YX plus sigma antisymétrique YX, et c'est égal à 0. Il y a 3 choses que je ne connais pas là-dedans. Il y a le gradient de vitesse que j'ai appelé W, il y a le champ parallèle, et il y a le champ perpendiculaire. Alors j'ai écrit l'équation constitutive, qui est la relation entre la contrainte et le gradient de vitesse. Ce que je n'ai pas écrit, c'est les équations constitutives sur l'orientation. Donc les équations constitutives sur l'orientation. Alors c'était D P alpha sur dt égale H alpha sur gamma moins nu1 P alpha bêta P bêta. Oui. Ça, c'est antisymétrique. Alors, sigma actif, c'est zeta delta mu, je ne lui ai pas donné de nom. Comment? Ah non, la contrainte active, elle est comprise là-dedans. La contrainte active, elle est là. La contrainte active, elle fait, alors je ne sais pas le nom français, c'est le stress déviateur. Et il y a le terme visqueux, le terme actif, et puis il y a un terme d'alignement par l'écoulement. Donc la contrainte active, elle est incluse dans ce sigma tilde ici. Et c'est là-dessus que j'ai écrit les équations constitutives. Donc maintenant, il faut que j'écrive ça. Alors je vais vous laisser les écrire. Le seul terme qui va contribuer là-dedans, c'est le terme rotationnel. Je vais écrire que d P alpha sur dt, c'est d P alpha sur dt, plus un terme de translation, plus V bêta d bêta fois P alpha, plus un terme de rotation. Alors je vous l'avais écrit comme le produit vectoriel de oméga, qui est le vecteur rotation, avec P. Je vais vous l'écrire comme la matrice de rotation fois P, donc une matrice oméga alpha bêta, P bêta, ou oméga alpha bêta, c'est 1 demi de d alpha V bêta moins d bêta V alpha. Donc la rotation, c'est la partie antisymétrique du tenseur des gradients de vitesse, et le taux de cisaillement, c'est la partie symétrique que j'ai appelée V alpha bêta, c'est la partie symétrique du tenseur des gradients de vitesse. Alors ici, la vie est simple parce que j'ai une seule composante d alpha V bêta qui est non nulle, qui est celle-là, qui est dv sur dy, et vous pouvez simplement vous persuader que oméga alpha bêta,
c'est la matrice 0 moins W, W0. Donc voilà la matrice de rotation. Après, il faut reporter ça là-dedans. Ce terme-là va donner 0, ce terme-là va donner 0. Et donc on obtient deux équations pour les deux composantes que je vais écrire là. Alors, il y a moins W sinus θ égale Hx sur gamma 1. Moins nu1 W sinus θ. W cosinus θ, c'est Hy sur gamma 1 moins nu1 W cosinus θ. Donc j'ai deux composantes au vecteur P, donc ça me donne deux relations constitutives, une relation suivant X et une relation suivant Y. Hx, il dépend de H parallèle et de H perpendiculaire. Hy, il dépend de H parallèle et H perpendiculaire. Donc ça me fait deux relations entre W, H parallèle et H perpendiculaire. La troisième est là. Donc je peux tout éliminer à part H perpendiculaire. Alors je ne vais pas le faire explicitement. Je vais me tromper si je le fais. Donc je vais vous écrire ce que j'ai écrit dans mes notes. Mais la seule chose que je fais, c'est que je remplace Hx en fonction de H parallèle et H perpendiculaire, ici, ici. Et puis, après, j'écris H parallèle et H perpendiculaire, H parallèle et W en fonction de H perpendiculaire, et je reporte là-dedans. Donc il va me rester plus que H perpendiculaire. Donc c'est ça que je veux vous écrire. Évidemment, celle-là, je ne la connais pas par cœur. C'est H perpendiculaire de 1 plus 4 θ sur gamma 1 plus 2 nu1 cosinus 2 θ plus nu1 carré est égal à zeta delta mu sinus de θ facteur de 1 plus nu1 cosinus de θ. Donc ça me donne à chaque point une relation entre H perpendiculaire et θ. Et H perpendiculaire, je vous l'ai donné la dernière fois, c'est K qui est la rigidité fois la dérivée seconde de θ. Donc je peux écrire la dérivée seconde de θ en fonction de θ, et c'est ça que je veux discuter. Je vais écrire d2 θ sur dy2, qui est celui qui est là. Puis ça va être une fonction de θ que je vais écrire moins dv sur dθ. dv sur dθ, c'est moins zeta delta mu sur k. Alors, il faut une fonction de θ qui n'est pas très sympathique. Sinus de θ sur tout ce dénominateur-là.
plus 4 états sur gamma 1, plus 2 nu 1. Cosinus de θ, plus nu 1 carré. Alors, le calcul a été un peu lourd. La seule chose que j'ai fait... Oui, vas-y. Laisse-moi dire ma phrase et après tu... Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit les équations constitutives, j'ai écrit l'équilibre des forces, et j'ai tout éliminé. Et s'il y a un angle θ qui n'est pas égal à 0 partout, il doit satisfaire cette équation-là. C'est ça que j'ai fait. Vas-y, tu peux poser ta question. Alors, grand V, j'y viens. Je pose dV sur dθ égale tout ça, qui est ce qu'il y aurait au deuxième membre. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que cette équation, je l'aime bien. Alors, suivant votre culture, vous pouvez voir ça comme une équation d'un pendule un peu tordu. Moi, j'aime bien voir ça comme l'équation d'une particule qui aurait une position θ à un temps y. L'accélération, c'est la force, et la force dérive d'un potentiel. Donc la dérivée seconde de θ, c'est l'accélération. Et puis ça, alors je ne vais pas vous écrire la primitive, on peut l'écrire, mais ça me ferait perdre beaucoup de temps et ça n'aurait pas d'intérêt. Par contre, ce que je vais vous tracer, c'est V de θ. Alors, je vais vous avouer, je n'ai pas réfléchi longtemps. J'ai choisi, il y a deux paramètres, il y a état sur gamma 1 et puis il y a nu 1. J'ai pris nu 1 égale 2, j'ai pris état sur gamma 1 égale je ne sais plus quoi, et j'ai tracé ça avec Mathematica. Donc la seule chose que je fais, c'est que je vous retranscris ce qu'on m'a tracé Mathematica. Et il y a une forme qui est comme ça. Si je change θ en moins θ, dV sur dθ est ainsi symétrique, donc ça veut dire que V est symétrique en changeant θ en moins θ. Donc il y a un maximum ici. Ça fait quelque chose qui est comme ça. Alors θ, c'est un directeur. Donc θ et moins θ, c'est pareil. Donc je pourrais aller de 0 à pi. Je vais aller de moins pi sur 2 à pi sur 2 parce que c'est symétrique. Donc comme ça, je gagne. Donc ici, c'est moins pi sur 2. Ici, c'est pi sur 2. Pardon, c'est pas là, pi sur 2, c'est là. Il y a un angle avec un maximum ici. Je vais l'appeler θ1. Il y a un angle ici, moins θ. Donc voilà le potentiel V de θ. Comment je trouve θ1? θ1, c'est ce qui annule ce facteur-là. Donc c'est cosinus de θ1 égale moins 1 sur nu1. C'est presque ce que j'ai écrit tout à l'heure. Je vous rappelle la définition de nu1. Je vous ai dit, je mets le système dans un cisaillement, et puis les composants vont s'orienter, et puis cosinus de θ est égal à 1 sur nu1. Alors ici, c'est moins 1 sur nu1, parce que l'angle que j'utilise par rapport à tout à l'heure, c'est pi sur 2 moins θ. Et donc ça change le signe, c'est tout ce que ça fait. Mais si nu1 est positif, il y a bien un angle θ1 qui est compris entre 0 à pi sur 2, qui va être le maximum ici. Donc maintenant, je regarde cette particule ici, qui a une position θ à un instant y. Et je sais que θ de y égale 0 est égal à θ de L, c'était ça mes conditions limites. Ça, c'est égal à 0. Qu'est-ce qui se passe quand on met une particule dans un potentiel comme ça? Si je la lâche à une hauteur donnée sans vitesse,
elle va osciller. Si c'est un potentiel harmonique, elle oscille avec une période qui est indépendante de l'amplitude, mais le potentiel n'est pas harmonique, il est suffisamment compliqué, c'est l'intégrale de tout ça. Donc il va y avoir une période qui dépend de l'amplitude. Si je trace maintenant la période d'oscillation, je vais la tracer à côté. Je trace la période en fonction de l'amplitude que je vais appeler θ max. Si θ max est petit, il y a une valeur finie. Ça, c'est la période d'oscillation dans le potentiel harmonique que j'aurai ici. Et puis après, plus l'amplitude est grande, plus la période augmente. Donc c'est un truc comme ça. Et c'est proportionnel à θ0 carré ici. C'est quelque chose que vous pouvez vérifier facilement. Maintenant, à t égale 0, θ égale 0. Donc je pars d'ici. Il y a une certaine dérivée dθ sur dy. Elle peut être soit positive, soit négative. La particule va monter. Elle va monter jusqu'à un angle θ max, qui est celui où la vitesse s'annule. Après, elle va faire demi-tour et elle va revenir ici. Donc le temps, entre guillemets, qu'elle met pour faire un aller-retour entre θ0 et θ égale L, c'est 2 fois un quart de période. Parce qu'une période entière, c'est ça, plus ça. Donc c'est une demi-période. Donc sur une demi-période, je dois retrouver la distance L. Je répète, je pars de θ égale 0 ici. Ma particule a une énergie donnée. Elle va monter dans le potentiel jusqu'à ce que son énergie cinétique soit nulle. Elle va faire demi-tour, elle va revenir là. Elle a fait une demi-période, et une demi-période, ça correspond à L. Ça veut dire maintenant que si je trace 2 L ici, je trouverai θ max. Donc la façon dont je relie le maximum de l'angle à θ max, c'est juste de tracer sur cette courbe 2L, qui est la demi-période, L c'est la demi-période, donc 2L ça correspond à la période. Et puis j'ai l'amplitude d'oscillation, donc j'aurai θ max qui est ici. Ma particule fait ça et ça. Donc θ est égal à 0 si y est égal à 0. θ augmente jusqu'au milieu, puis θ redécroît pour revenir à 0 sur la surface supérieure. Vous voyez que j'ai 2 cas quand même. Si L est suffisamment grand, je vais bien avoir une valeur de θ max, mais si L est plus petit que le minimum, il n'y aura plus de valeur possible. Donc si L est petit, il n'y a pas de θ max possible. Ceci dit, il y a une solution simple. C'est θ égale 0 ici, θ égale 0 là. Donc θ égale 0 est solution, et si L est petit, c'est la seule solution. On ne peut pas, quand on a cette équation, dire qu'on trace E et on... Alors, je pourrais, bien sûr, hein, je n'ai pas tracé l'énergie, mais la bonne façon de faire ça, c'est de multiplier ça par dθ sur dy. La constante d'intégration, c'est l'énergie, et l'énergie, elle est là. Si, c'est la même chose que ce que j'ai dit. Hein. Si je trace l'énergie ici, ça me définit le point où l'énergie est égale à l'énergie potentielle, donc l'énergie cinétique est nulle, et ça fait demi-tour ici. Alors évidemment, si L était trop grand, je
je vais passer au-dessus du maximum, il n'y aura plus de solution à nouveau. Ceci dit, le temps qu'il faut pour aller là, il va être infini. Et donc si elle est très grande, ça va saturer là. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Si elle est très grande, je ne passerai jamais de l'autre côté ici en passant de 0. Je vais mettre un temps infini pour aller là, puis je reviendrai en un temps infini de l'autre côté. Donc j'arriverai toujours à trouver une solution, si elle est très grande, qui sera très proche de ce point-là. Et ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je vais regarder ce qui se passe quand je ne suis pas trop loin de 0. Et donc dans ce cas-là. Donc si elle est petite, il y a une seule solution qui est θ égale 0. Si elle est grande, j'ai une valeur de θ max possible. Et je vais trouver θ égale 0. Et puis deux solutions. Il y a celle où je partirai vers la droite et il y a celle où je partirai vers la gauche. Ça, c'est ce que je vous ai dit au début. Il y a une brisure de symétrie. Alors après, si je veux être plus précis, il faut que je calcule ce qui se passe à ce point-là. C'est-à-dire, je vais calculer la période quand l'amplitude est nulle. Je vais me placer à faible amplitude θ max. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je linéarise tout ça quand θ est petit. Je ne vais pas vous le faire, bien sûr. Je vais obtenir une équation du style d de θ sur dy2 plus 1 sur L0 carré. θ est égal à 0, qui est bien l'équation d'un oscillateur avec une pulsation qui est 1 sur L0 carré. Et la période, c'est 2π sur la pulsation, donc c'est 2π fois L0. Après, il faut développer ça si θ est petit. Je vais vous écrire le résultat. L0 moins 2 égale moins zeta delta mu plus nu1 sur 1 plus kθ sur gamma 1 plus 2 nu1 plus nu1 au carré. Alors évidemment, il faut que L0 carré soit positif. Si je prends nu positif, il faut que zeta delta mu soit négatif. Et zeta delta mu négatif, je vous ai dit que c'était une contrainte contractile. Donc je vais supposer que la contrainte est contractile. Ce n'est pas la seule solution, hein. Je pourrais prendre zeta delta mu positif et je pourrais prendre 1 plus nu1 négatif. Donc il y a une autre solution, c'est de prendre une contrainte extensile, mais de prendre nu1 inférieur à moins 1. Donc voilà L0, je connais la période, LP c'est 2π fois L0, et maintenant je sais que la valeur critique, c'est quand 2L est égal à la période. Donc il y a une épaisseur critique. « 2L, c'est égal LP. Ça veut dire que LC égale pi L0. Donc si L égale LC, je suis exactement à ce point-là. Si L est plus petit que LC, θ égale 0 partout. Ça, c'est la solution que je vous ai donnée tout de suite. Je vous ai dit, il suffit que vous vérifiez
et vous verrez qu'elle satisfie bien les équations. Et puis si L est plus grand que LP, j'ai une autre solution. Cette autre solution, elle a un angle θ qui n'est pas constant. Il y a un gradient de θ, donc il y a un champ de vitesse, donc il y a un écoulement spontané. Donc il y a un écoulement, il n'y a pas d'écoulement si L est inférieur à LC. Et il y a un écoulement spontané si L est supérieur à LC. LC au carré, ça décroît avec l'activité. Donc plus je rends le système actif, plus l'épaisseur critique est faible, plus je rends le système actif, plus il y a d'écoulement spontané, c'est bien ce que j'attends, hein, parce que quand il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'écoulement. Donc l'épaisseur critique, elle est en 1 sur racine de zeta delta. Donc si je répète, si je résume ce que j'ai fait, je vous ai montré que si je prends un film comme ça, sans force extérieure, s'il a une épaisseur qui est plus grande que 1 sur LC, où LC c'est pi L0, avec L0 donné ici, le film s'écoule tout seul. Il s'écoule de façon spontanée, ça veut dire qu'il y a un écoulement sans gradient de pression. Alors ce calcul, on l'a fait il y a très longtemps en fait. C'est la première chose qu'on a fait nous avec les systèmes actifs. Celui qui l'a fait, c'était un postdoc qu'on avait avec Jacques Pro à l'époque, qui s'appelle Raphaël Voiturier, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et puis, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on n'avait aucune expérience qui montrait ça. Il y avait des simulations numériques. Alors, les simulations numériques, elles ne prouvent pas grand-chose parce que comme elles partent des mêmes équations, la seule chose qu'elles prouvent, c'est qu'on a bien résolu les équations. C'est rassurant, mais c'est la seule chose que ça prouve. Depuis 1 an, 2 ans, on a des expériences qui montrent ça. Alors avant d'arrêter, je vais vous les montrer pour pas que vous partiez frustrés avec des idées qui sont trop abstraites. Ces expériences ont été faites par des cellules, elles ont été faites par Pascal Silberzan, par l'équipe de Pascal Silberzan, qui est là. Les 2 personnes qui ont travaillé avec Pascal sont Guillaume Duclos et Victor Yashinsky. Ce que fait Pascal, c'est qu'il fait une bande de cellules sur une surface solide. Alors la bande est là, c'est une bande qui est très longue comme ça. Alors, il y a un gros inconvénient, c'est que ce que j'appelais Y, c'est X, et ce que j'appelais X, c'est Y dans ces expériences-là. Et je ne suis pas très capable de changer ces choses-là. Ton calcul, il était à 2D? Mon calcul, il était à 2D. Il n'était pas à 3D? Alors, non, parce que tu vois qu'ici, j'ai supposé que j'ai jamais parlé de la direction transverse. Mais elle n'existait pas. Ben, si l'instabilité arrive, si rien ne dépend de la dimension transverse. Il pourrait y avoir une autre instabilité qui se produit avant dans la direction transverse. Je reviendrai là-dessus la semaine prochaine. Vous avez une bande de cellules qui est très longue, comme ça, dans cette direction-là, et ces cellules sont allongées. Ça veut dire qu'au lieu d'être des cellules qui sont à peu près rondes, elles ont une forme de bâton, et elles forment une phase nématique. Donc on sait qu'elles ont un ordre nématique, qu'elles sont allongées. Et puis quand on regarde, alors on ne le voit pas très bien ici, mais vous allez le voir sur le film qui va suivre, au bord, elles sont parallèles au bord de la bande sur laquelle on les a étalées. Donc on a traité la surface de façon à ce qu'elles ne sortent pas de cette bande-là, puis au bord, elles se mettent parallèles au bord de la bande. Et puis si on regarde ce qui se passe au milieu, voilà l'orientation des cellules au milieu, et vous voyez qu'au milieu, elles font un angle fini, quelque chose comme 45 degrés. Ça veut dire qu'il y a un gradient de l'orientation à travers la bande. S'il y a un gradient de l'orientation à travers la bande, si vous croyez ce que je vous ai dit, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un écoulement. Donc ne serait-ce que cette mesure-là, pour moi, elle veut dire qu'il doit y avoir un écoulement quelque part. Alors je vais vous montrer l'écoulement.
Alors, je vais essayer de vous le montrer en plus grand. Non, ça ne veut pas. Je le repasserai. Donc voilà les cellules. On voit très bien qu'elles sont allongées ici. Il faut recommencer. Et je crois que je vais avoir un problème. Non. J'ai tout perdu. Ça ne fait rien. Donc, ce que vous voyez, c'est une image des cellules vues de dessus. Vous voyez que les cellules sont allongées. Et puis, si vous regardez bien au bord, vous apercevrez que d'un côté, ça monte et de l'autre côté, ça descend. Alors, ce n'est pas très évident à voir. Voilà. Ça monte de ce côté-là. Les cellules ont tendance à monter. Elles ont tendance à descendre ici. Alors, c'est presque la géométrie que j'ai discutée. Ça correspond au cas que Françoise voulait que je discute, où il n'y a pas de contrainte sur les deux bords et les deux bords sont libres. Mais comme le système est totalement symétrique, je sais qu'au milieu, la vitesse doit être nulle. Donc si je traite la moitié du système, je vais retomber sur ce que j'ai fait. Donc il suffira que je multiplie par 2 l'épaisseur critique et des choses comme ça. Et puis je sais aussi que ça doit faire le gradient de vitesse doit être un cisaillement. C'est plus la vitesse de ce côté-là, et c'est moins la vitesse de l'autre côté. Alors, je vous le repasse. Ça monte de ce côté-là, ça descend de ce côté-là. Vous voyez l'épaisseur de la bande, c'est 200 microns. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est les vitesses qui sont mesurées. Les vitesses, c'est des microns par heure. Ça veut dire qu'il faut être super patient, parce que pour voir les cellules bouger d'une fois leur taille, qui doit être quelque chose comme 15 ou 20 microns, il faut attendre 15 ou 20 heures. Alors c'est un peu plus que des microns par heure, mais quelques microns par heure. Donc cette expérience, la difficulté, c'est d'être assez patient pour voir les cellules bouger. Évidemment, le film que je vous montre est accéléré, parce que je ne vous aurais pas gardé pendant 10 heures pour regarder ça. Donc les expériences durent 40 heures ou 60 heures, ou quelque chose comme ça. Après, l'expérience peut être quantitative. Alors, on peut regarder le champ de vitesse. Si la bande est petite, voilà le champ de vitesse. C'est presque un cisaillement simple. Et puis, il y a un peu des complications quand elle est plus grande parce qu'il y a une friction sur le substrat. Et ça tue le champ de vitesse au milieu. Mais si je regarde quand on est juste au-dessus du seuil, le champ de vitesse, c'est presque un cisaillement simple. Je vous ai dit que l'angle variait avec la position dans la bande. Voilà l'angle ici, donc ça c'est parallèle. Alors parallèle, ça serait 90, donc ça ferait quelque chose comme ça. C'est parallèle ici, au milieu c'est minimum. L'effet n'est pas petit, hein, il y a 45 degrés de différence entre le milieu et le bord. Et puis quand je rends la bande de plus en plus petite, la variation du champ de vitesse est plus faible. Et quand vous arrivez à cette épaisseur-là, le champ d'orientation devient constant. Ça veut dire que c'est là qu'est la transition. Donc, quelque part, il y a une transition à peu près 50 microns. Donc en dessous de 50 microns, ça ne s'écoule pas. Au-dessus de 50 microns, ça s'écoule. Alors vous pouvez voir ça comme une transition de phase dynamique, vous pouvez voir ça comme une bifurcation. A priori, alors il faut que je montre ça quand même, je vais vous le remontrer une dernière fois. Donc j'ai dit ça monte là et ça descend de l'autre côté, mais il n'y a rien qui brise la symétrie a priori, donc a priori on pourrait penser que ça pourrait aussi monter de ce côté-là et descendre de l'autre côté. La surprise, ça a été qu'en fait, il y a une chiralité dans le système. Et s'il y a une chiralité dans le système, il y a une rotation qui est celle que je vous ai montrée, qui tourne comme ça, qui est préférée à l'orientation qui est dans l'autre sens. Donc avec la théorie que je vous ai montrée, les deux rotations ou les deux cisaillements sont possibles. En pratique, on en voit un seul. Alors on était super contents quand on a vu ça, parce qu'on attendait ça depuis une quinzaine d'années. Ce n'est pas tout à fait aussi simple que ce qu'on pensait, et on est encore en train de... J'allais dire se battre, presque. Pascal m'a envoyé un mail sur ce sujet-là cet après-midi. On est encore en train de discuter de exactement comment ça marche. Il y a des subtilités. Ce n'est pas tout à fait le système que je vous ai montré. Par exemple, si on attend des dizaines d'heures, et on attend des dizaines d'heures, les cellules se divisent. Donc il y a un effet de la division cellulaire dans cette expérience-là. Je vous ai dit qu'il y avait une friction sur le substrat. On comprend à peu près ces effets-là maintenant. Je ne vais pas les décrire maintenant, je préfère réserver ça probablement pour le cours de l'année prochaine où je parlerai vraiment de cellules. Mais ce que je veux que vous gardiez quand même, c'est que cette transition que j'ai appelée une transition de Frédéric, c'est quelque chose qui existe et qu'on peut observer directement sur ce système de cellules
qui pour ce problème-là est un système parfaitement modèle, alors que c'est quand même des systèmes très très compliqués. Dernière chose, pourquoi j'appelle ça une transition de Frédériks? Si vous prenez alors j'ai effacé mon dessin, mais si vous prenez un film de cristal liquide avec des orientations parallèles et que vous mettez un champ magnétique, les molécules au milieu ont tendance à s'aligner avec le champ magnétique, et l'activité ici joue exactement le rôle du champ magnétique. Il y a une grande différence quand même, c'est qu'il n'y a pas d'écoulement si vous faites ça avec un champ magnétique, alors que si le système est actif, il y a un écoulement. Mais c'est pour ça qu'on a appelé ça une transition de Frédériks. Voilà, je vais m'arrêter là et je continuerai sur ces écoulements spontanés. Oui, François. C'est limité aux systèmes qui ont un ordre nématique, comme dans Pascal, ces cellules sont allongées, et elles ont un ordre nématique. Mais si on prend des cellules polarisées mais qui n'ont pas une forme allongée, alors, si elles sont polarisées et qui ne sont pas allongées. Est-ce qu'on peut définir un dipôle d'une cellule qui n'est pas allongée? Réponse oui, je pense que oui. Et la théorie n'est pas très différente. Alors on pourrait rajouter le terme polaire que j'ai mentionné tout à l'heure, il ne change presque rien à la transition. Donc la transition est à peu près la même si le système est polaire et pas allongé. Je m'arrête là. Il y a un séminaire juste après qui est donné par Mike Cates, qui est là sur les particules colloïdales actives. Voilà, merci.